Cérémonie d'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Détail dans un instant. Le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, SUSAS, section de la maternité centrale, observe depuis ce matin une deuxième grève de 48 heures pour exiger le paiement de leur salaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande session d'information sur la télévision Labari. Ouverture ce matin de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2017. C'est le président de l'Assemblée nationale, Ousseini Tinni, qui a prononcé le discours d'ouverture en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le Premier ministre Brigitte Raffini. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Corriger les insuffisances décelées par la Cour constitutionnelle qui a rejeté les amendements de certains articles du Code électoral opérés par les députés, principal motif de cette session extraordinaire. Dans son discours d'ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale a tenu à rappeler à l'ensemble de nos compatriotes l'obligation que nous avons chacun de respecter la loi. Nous nous sommes ensemble battus pour installer la République et la démocratie, acceptons-en toutes les implications. Sachions accepter l'autorité de la scène jugée. Respectons les décisions de justice. C'est la base de l'ordre républicain. Il ne s'agit pas d'encenser les magistrats d'ordre dont leur jugement nous est favorable et les vouer aux hégémonies chaque fois qu'ils ne tranchent pas en notre faveur. C'est l'occasion pour moi de rappeler à tous nos concitoyens qu'en matière de jugement, il n'y a jamais qu'une des parties qui l'importe et il revient au perdant de s'incliner devant le verdict. Par ailleurs, n'oublions jamais que la liberté pour laquelle nous avons consenti tant de sacrifices ne peut être garantie que par un ordre judiciaire respectable et respecté. Ousseini Tinni invite les parlementaires à faire un travail qui puisse être approuvé par la Cour constitutionnelle. Toutes affaires cessantes, malgré les impératifs du calendrier champêtre, en dépit des exigences du programme de restitution des travaux parlementaires auprès des citoyens de base, nous sommes tous revenus répondre à l'appel du devoir. Le devoir de donner à notre pays un texte clair et cohérent pour régir un domaine aussi sensible que celui des élections, où la norme se doit d'être sans ambiguïté propice à la contestation et au désordre. Je voudrais donc pouvoir compter sur vous, afin que cette fois-ci, notre travail ne laisse place à aucun reproche. Le président de l'Assemblée nationale invite les gens à ne pas jeter des discrédits sur les magistrats et ces 2 projets de loi qui vont être examinés au cours de cette session. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session extraordinaire. Le premier est relatif au code électoral et le second porte sur le code pétrolier. Les députés des 2 bords se sont exprimés par rapport à l'ordre du jour. Retrouvons Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Cette session extraordinaire qui porte sur l'examen des projets de loi portant sur le code électoral et l'examen des projets de loi portant sur le code pétrolier est une mascarade, estime l'opposition parlementaire, en réaffirmant que cette session est la plus inutile de l'histoire des travaux à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Pour le code électoral, vous savez qu'il s'agit de textes taillés sur mesure. Pour le code pétrolier, après 6 ans d'exploitation du pétrole au Niger, aucun Nigérien n'a vu la couleur de cette manne. Au contraire, la seule société d'État que nous avons dans le secteur, à savoir la SONIDEP, a été, après 6 ans d'exploitation du pétrole nigérien, amputée de 50% de sa valeur. Donc aujourd'hui, une loi dans le cadre de la gestion du pétrole, certainement c'est pour encadrer l'opacité qui a toujours existé dans l'exploitation du pétrole. Donc nous, au niveau de l'opposition, nous pensons que c'était inutile que le contribuable puisse souffrir de l'organisation, n'est-ce pas, d'une telle session extraordinaire. Pour la majorité, ces propos de l'opposition
ne sont pas fondées, c'est juste une manière de vouloir leur mettre des bâtons dans les roues. Les amis de l'opposition, ils veulent seulement parler. Ils veulent seulement parler. Tout ce qu'on fait dit que non. Vous savez, gérer l'opposition, c'est plus facile que gérer le pouvoir. Tout ce qu'on fait dit non, c'est pas bon, c'est vilain. Mais en réalité, s'il descend de la tribune politique, il descend en bas. Votre monsieur qui vient de parler, mon ami, mais c'est la réalité des choses. Il n'y a pas un texte qui est parfait dans la vie. Le texte seul qui est parfait, c'est le Coran. Donc tous les textes, en tout cas de l'être humain, les textes écrits par l'être humain sont susceptibles de correction d'un jour à l'autre. Ça, c'est normal. Nous, si on fait des trucs, de temps en temps, il y a des correctifs. Il faut revoir de temps en temps, revisiter les textes. Même si on vous donne ces textes-là, quand vous regardez, c'est sûr que vous allez faire des observations. Donc il n'y a rien de... Il ne faut pas que les gens s'étonnent de dire que non, ça c'est pas une loi ou bien un truc calqué sur mesure. La loi, elle est impersonnelle. Députés, vous êtes les représentants du peuple. De ce fait, vous avez le devoir de mettre en avant l'intérêt de la nation en faisant fi de toute divergence politique. Autre aspect de l'actualité, deuxième grève des agents de santé du syndicat unique de la santé et de l'action sociale de la maternité Isaka Gazobi. Un arrêt de travail pour exiger de la direction générale de la maternité centrale le paiement des salaires des agents. Le reportage de Asma Oseidou et Soumaïla Abdoulaye. Décidément, les agents de la maternité Gazobi sont plus que jamais déterminés à amener la direction générale de cet établissement qui n'arrive toujours pas à régler le problème de non-paiement de salaire et autres avantages des agents qui décident d'observer un arrêt de travail de 2 jours, jeudi et vendredi. C'est la suite logique de la grève que nous avons eu à tenir la semaine passée, qui jusque-là n'a pas eu satisfaction. On nous a fait dire sur certains médias que les salaires étaient là, donc qu'il n'y avait pas de problème de salaire à la maternité Gazobi. Donc c'est pour apporter ce démenti-là formel que nous sommes là aujourd'hui devant vos caméras pour amener la preuve, si besoin il y a, que réellement il y a problème de salaire à la maternité Gazobi. S'il n'y a pas de satisfaction, nous avons nos moyens de lutte légales de par la loi et nous allons user de tous ces moyens légaux pour faire aboutir notre grève. Nous avons nos stratégies syndicales qu'au fil du temps, vous allez voir, on va les défiler. L'opinion internationale et nationale sera témoin de tout, de la suite de ces événements. La section SUSAS de la maternité Gazobi fustige également l'interdiction d'accès à la presse par les responsables pour aller constater les conséquences de la grève. L'administration vous a empêché l'accès. Et pour nous, ce n'est autre chose que pour que vous ne voyez pas les réalités que vit la maternité Gazobi. Sinon, nous, il n'y a pas eu de problème. La fois passée, on vous a invité dans l'enceinte de la maternité. Pourquoi aujourd'hui vous empêchez si on ne cache rien réellement? C'est le deuxième mouvement de grève qu'observent les travailleurs de la maternité Gazobi à l'appel de la section SUSAS de la dite maternité. La dernière en date, c'est la grève du 12 et 13 juillet dernier, toujours pour les mêmes revendications. Le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a servi de cadre ce matin au lancement des activités du bureau régional de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. C'est le ministre de la Justice qui a présidé cette cérémonie. Le compte rendu de Nafissa Zakou et Abdul Nasser Seydou. Cette cérémonie de lancement officiel des activités du bureau régional de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants de Niamey intervient quelques semaines après celle de Zander. En effet, 3 bureaux régionaux ont été mis en place grâce à l'appui financier de l'Union européenne. L'agence a bénéficié d'un appui de 297 276 €, soit 195 millions de francs CFA, ayant permis entre autres la mise en place de 3 bureaux régionaux à Tillabéri, Zander et, je comprends, la semaine prochaine à Agadez. Des activités de renforcement de capacité au profit des magistrats pénalistes et des tribunaux d'instance ont été menées, permettant la formation de 200 magistrats. En outre, l'agence a bénéficié, toujours dans le cadre du budget 2,
d'un contrat de subvention d'un montant de 250 000 euros, soit environ 164 millions de francs CFA, ce qui a permis à cette dernière de poursuivre la mise en œuvre des activités entrant dans le cadre du plan d'action. Ce financement a permis de mettre en œuvre des activités complémentaires de renforcement des capacités, d'équiper l'agence en matériel et fournitures et aussi de mettre en place des bureaux locaux de Niamey. Procédant au discours du lancement des activités de ce bureau de Niamey, le ministre de la Justice a souligné l'importance de ces bureaux pour le Niger. La mise en place de ce bureau, comme bien d'autres actions en cours, permettra de renforcer les capacités de l'Agence nationale dans sa mission de sensibilisation, d'information et de protection des victimes potentielles ou avérées de ces trafics illicites. L'installation du bureau de Niamey fait suite à l'arrêté numéro 098 du 13 juin 2017 portant nomination des responsables des bureaux régionaux de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Elle intervient dans un contexte où notre pays fait face à de graves crises d'insécurité qui ne sont pas sans conséquences sur le quotidien de nos populations. C'est pourquoi j'exhorte les animateurs du bureau mis en place ici à Niamey, c'est le procureur Mouterla, à faire preuve d'abnégation dans l'accomplissement de leur mission. Il faut noter qu'avec l'installation de ces bureaux, les questions liées à la traite des personnes et le trafic illicite de migrants seront davantage traitées avec la plus grande célérité pour se rapprocher de plus en plus des populations vulnérables. C'est par une visite du bureau de Niamey qu'a pris fin la cérémonie. Beaucoup de tensions hier soir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la veille de la cérémonie d'ouverture du 8e jeu de la francophonie. Des hommes armés ont pénétré dans l'enceinte de l'école de police de Cocody, où ils ont tiré à l'air avant de repartir avec des armes et des véhicules. Des centaines de coups de feu qui ont échauffé Abidjan la nuit dernière ne restent plus que ces douilles. Dans la cour de l'école de police de Cocody, où tout a commencé hier soir vers 22h, lorsque des hommes armés et cagoulés font irruption dans l'enceinte. D'après nos informations, les échanges de tirs feront un mort du côté des policiers basés ici, dans ces bâtiments qui abritent aussi un détachement du Centre de coordination des décisions opérationnelles, le CCDO, cette force d'intervention rapide, l'une des unités des forces ivoiriennes les mieux équipées en armes. Des armes en partie volées par les assaillants. Il y a eu une réaction de nos forces et on a retrouvé leur véhicule à Yopougon. Il y a eu un engagement entre nos forces et ces personnes. Et on a retrouvé l'armement qui avait été pris ici et les services sont en train de faire le point exact pour savoir s'il y a l'armement manquant. Qui sont les assaillants de la nuit dernière? Pas d'explication claire pour le moment, mais à peine quelques heures après sa nomination à la défense, l'ex-ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, très proche du président Ouattara, doit déjà faire face à ce qui ressemble à une énième réplique de ces mutineries qui ont ébranlé le pays en janvier et mai dernier. D'anciens rebelles intégrés dans l'armée s'étaient révoltés pour obtenir des primes. Mais surtout, à quelques heures du lancement des 8e Jeux de la francophonie, pour la première fois organisés en Côte d'Ivoire, les incidents de la nuit dernière inquiètent. Au total, 10 000 soldats, gendarmes et policiers ont été mobilisés pour l'événement. Grève générale ce jeudi à Caracas, la capitale du Venezuela. Une grève à l'appel de l'opposition pour dire non au projet du gouvernement pour une assemblée constituante après un référendum consultatif le dimanche dernier. Suivez plutôt. Des rires et une partie de domino au milieu de la rue. Un instant d'évasion en pleine grève générale. Ces artères de Caracas sont totalement barricadées. La rue poursuit le bras de fer avec le président Maduro. Nous faisons une grève générale que nous appelons l'heure zéro, avec la ferme intention de montrer le mécontentement du peuple. Nous sommes ici pour leur faire comprendre que nous ne voulons plus de ce gouvernement. Ils doivent partir, pas d'une manière violente, mais ils doivent organiser des élections générales.
La grève générale est appuyée par le patronat, les chambres du commerce et d'industrie, une partie des syndicats, les étudiants et les entreprises de transport. Fort de ce soutien, l'opposition entend profiter aussi du succès de la consultation symbolique de dimanche dernier. Elle avait évoqué la formation d'un gouvernement parallèle, un gouvernement d'union nationale. Une idée qui séduit certains. Ce qui sera différent de cette dictature dans laquelle nous vivons, c'est qu'il n'y aura jamais de représailles, pas de discrimination et beaucoup moins de persécutions. Face à cette mobilisation, le gouvernement ne fléchit pas. Pour Nicolas Maduro, pas question de reculer. Le projet qui vise à modifier la constitution actuelle est maintenu au 30 juillet. Le nombre de morts du sida divisé par 2 dans le monde à l'espace de 10 ans, 1 million de personnes sont tout de même mortes des maladies liées au sida en 2016. C'est du moins la substance du rapport annuel de l'ONU SIDA. 35 ans après la découverte du sida, les traitements pour enrayer l'épidémie ont fait d'immenses progrès. C'est le message délivré par l'ONU SIDA ce jeudi à la mairie de Paris. Selon le rapport annuel de l'organisation, en 2005, 1 900 000 personnes sont mortes dans le monde victimes du sida. Elles n'étaient plus qu'1 million en 2016. Et je dis que c'est la première fois que nous avons plus de la moitié, une réduction de plus de la moitié dans la mortalité. Ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'une réduction de pratiquement de 50% des décès dus au sida, encore une fois, ça montre que les ressources que nous avons eues sont en train de produire des impacts. Un espoir pour l'ONU SIDA qui se félicite aussi de voir plus de la moitié des malades dans le monde accéder au traitement. Des progrès fulgurants enregistrés essentiellement en Afrique australe et en Afrique de l'Est, les 2 régions qui concentrent plus de la moitié du nombre de séropositifs sur la planète. Mais des points noirs subsistent. L'épidémie progresse en Europe de l'Est comme en Russie et en Asie centrale. Par ailleurs, l'accès aux antirétroviraux qui empêchent le développement de la maladie concerne seulement 43% des enfants contaminés contre 54% des adultes. Pour améliorer ces chiffres, les besoins sont d'abord financiers. Nous devons, d'ici 2020, continuer vraiment à marteler que la fin de l'épidémie du sida est possible si la volonté politique et les moyens financiers sont au rendez-vous et sont renforcés. Selon l'ONU SIDA, il faudrait trouver 7 milliards d'euros supplémentaires d'ici à 2020. Aujourd'hui, plus de 36,5 millions de personnes vivent avec la maladie et aucun vaccin n'a encore été trouvé. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.